Sois toi-même. On l'entend partout, tout le temps. C'est devenu l'injonction numéro 1 de notre époque. Et pourtant, c'est peut-être l'un des conseils les plus compliqués à suivre. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi cette quête d'authenticité qui a l'air si simple est en fait un véritable piège. Voilà, c'est la grande question. Comment un conseil aussi basique que sois toi-même a-t-il pu devenir une source d'angoisse pour tant de gens? Eh bien, pour y voir plus clair, il faut faire un petit bond en arrière, parce que cette idée d'être soi-même, elle n'a pas toujours existé. Alors regardons ça de plus près. Avant, disons l'époque moderne, l'identité c'était simple. C'était quelque chose qu'on recevait à la naissance. On naissait paysan, noble, artisan. La place dans le monde était déjà tracée, définie par la famille, la communauté et même par un ordre cosmique. Et puis, avec la modernité, tout a basculé. Fini l'identité héritée. Place à l'authenticité. L'idée qu'il existe une vérité cachée à l'intérieur de chacun, un vrai soi qu'il faut absolument découvrir et exprimer. Et c'est là, précisément, que les ennuis commencent. Ok, pour démêler cet écheveau, on va s'appuyer sur un guide de choix, le philosophe Charles Taylor. Il a mis le doigt sur ce qu'il appelle les 3 grands malaises de la modernité. Pensez à ça comme 3 fissures qui parcourent les fondations de notre société et qui expliquent pas mal de nos angoisses actuelles. Alors, c'est quoi ces 3 fissures? La première, c'est l'individualisme. Attention, c'est une conquête immense d'être libre de choisir sa vie. Mais le revers de la médaille, c'est quand le moi devient le centre de tout. On risque de perdre de vue ce qui nous dépasse, un sens plus grand. Deuxième fissure, le règne de l'efficacité. Tout doit être rentable, optimisé. La logique du coût-bénéfice s'applique à tout, y compris relations humaines. Et la troisième, conséquence directe des 2 autres, c'est l'apathie politique. Puisque chacun est centré sur sa petite vie, on se désintéresse de la chose publique et on laisse les autres décider. Et cet exemple, il est hyper parlant, non? On l'a tous plus ou moins vécu ou observé. Ce conflit antérieur, où on aimerait agir d'une certaine façon, avec empathie, mais où la logique du système, le marché, la rentabilité, nous pousse dans une autre direction. Comment être soi-même quand les règles du jeu nous forcent en permanence à porter un masque? Et la conséquence de tout ça, la voilà. C'est ce que Tocqueville, bien avant, avait appelé le despotisme doux. C'est une liberté en trompe-l'œil. On a l'impression d'être libre parce qu'on peut consommer ce qu'on veut, mais en réalité, on a abandonné notre pouvoir de citoyen, notre capacité à décider ensemble de la société dans laquelle on veut vivre. Bon, le diagnostic est un peu rude, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant avec Taylor, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il propose aussi une prescription, une manière de sauver l'authenticité de ses dérives narcissiques et de lui redonner un sens plus profond. Alors c'est quoi sa solution? Premier ingrédient essentiel, ce qu'il nomme les horizons de signification. Pour Taylor, être soi-même, ça ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Un choix n'a de sens que s'il se réfère à quelque chose de plus grand que soi. La justice, la communauté, la nature, l'art. Sans cet arrière-plan, sans cet horizon, tous les choix se valent, et la quête de soi devient juste un caprice. Deuxième ingrédient, tout aussi crucial, l'identité est dialogique. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on ne se fabrique pas tout seul en vase clos. On se construit à travers le dialogue avec les autres. Ce sont les autres, nos autres significatifs, comme il dit, qui nous renvoient une image de nous-mêmes, qui nous reconnaissent. C'est dans leur regard qu'on se forme. Bref, l'identité est une conversation, pas un monologue. Ok, on a posé les bases avec Taylor. Maintenant, propulsons ces idées au XXIe siècle. Parce que s'il y a bien une chose qui a tout chamboulé, c'est l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Ces outils ont rajouté une sacrée couche de complexité. Et Taylor n'est plus seul sur ce terrain, d'autres penseurs ont pris le relais. Andreas Reckwitz, par exemple, décrit notre société comme une société de la singularité, où la pression est constante pour être unique, original. Ou encore Hartmut Rosa, qui parle du besoin de résonance, de retrouver une connexion vivante avec un monde qui nous paraît de plus en plus froid. On voit bien que c'est une préoccupation centrale aujourd'hui. Et ça nous amène tout droit au grand paradoxe de notre époque, celui de l'influenceur. L'authenticité est devenue une marque, un argument de vente. Pour réussir, il faut avoir l'air vrai. Du coup, on assiste à une vulnérabilité performative. On met en scène ses doutes, ses failles, mais c'est une mise en scène. Le moment, sans filtre, est paradoxalement celui qui est le plus stratégique. L'authenticité n'est plus un état, c'est un rôle à jouer. Maintenant, accrochez-vous bien. Ce chiffre fait froid dans le dos. 55%. C'est à peu près notre taux de réussite quand on essaye de deviner si une vidéo est un deepfake. En clair, on est à peine meilleur qu'en jouant un pile ou face. Ça veut dire que notre capacité à faire confiance à ce qu'on voit est en train de s'effondrer. Le problème avec les deepfakes, c'est qu'il est double. D'un côté, on peut créer de fausses vidéos pour manipuler l'opinion. Mais de l'autre, il y a un effet encore plus pervers, c'est le dividende du menteur.
Le simple fait que les deepfakes existent permet à n'importe qui, pris la main dans le sac avec une vraie vidéo, de dire « non, non, c'est un deepfake ». La vérité devient presque impossible à établir. Et là, on touche à une question absolument fondamentale. Si on ne peut plus se fier à nos propres yeux, sur quelle base est-ce qu'on construit une réalité partagée? Comment avoir un débat public sensé? C'est le socle même de nos sociétés qui tremble. Bon, d'accord, le portrait est un peu sombre. La question, c'est est-ce qu'on est condamné? Est-ce qu'on doit juste baisser les bras? Heureusement, non. Il y a des pistes, des choses à faire pour essayer de naviguer dans ce futur de l'identité qui s'annonce compliqué. La clé, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut agir à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau réglementaire. Il faut des lois claires sur la transparence de l'IA. Ensuite, au niveau social. C'est vital de protéger des espaces où on peut se rencontrer pour de vrai, sans que tout soit monétisé, sans la pression de performer. Et enfin, bien sûr, il y a le niveau individuel. L'authenticité, ça se travaille. Ça veut dire s'engager dans de vrais dialogues, créer, se reconnecter au réel. Et on peut finir en revenant à la question essentielle que pose Taylor, une question qui nous invite justement à détourner le regard de notre propre nombril. Dans ce monde de performance et d'IA, la question n'est peut-être plus seulement « qui suis-je ?», mais plutôt « quel est l'horizon qui peut donner du sens à une vie ?» Qu'est-ce qui, au-delà de soi-même, peut faire en sorte que nos choix comptent vraiment et que notre vie soit authentiquement humaine? C'est peut-être ça la vraie question à se poser.